à travers le gaming, développer une industrie qui pourra apporter des solutions à différentes problématiques. Dans le monde, il y a plus de 2 milliards de personnes qui jouent au gaming. Et donc ça fait beaucoup plus que le nombre de personnes qui vont au cinéma ou qui écoutent de la musique. À partir du moment où nous avons mis le Moroccan Gaming Expo, on est passé de 2 à plus de 40 startups. Les jeux vidéo éducatifs, ça existe. Mais des jeux vidéo qui sont marocains, ça n'existe pas. Monsieur le ministre, Madame la représentante de l'UNICEF à Rabat, au nom du groupe Ecomédia qui édite les journaux L'Économiste, Sabah et Atlantique Radio, comme tout le monde le sait, je vous remercie de participer à cette réunion et je vous souhaite la bienvenue. Nous nous souvenons tous que le président Macron, il y a près d'1 an, avait fait une visite au Maroc de 2 jours et sur ces 2 jours, il a consacré une demi-journée au gaming à l'UIR, c'est-à-dire l'importance économique de ce secteur, l'importance économique et sociale. Évidemment, nous connaissons tous le gaming par les jeux structurent, les jeux d'abord sont un loisir, mais ils peuvent également, c'est un plaisir, pour les jeunes, il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas d'âge pour finir, parce que ceux qui ont commencé il y a 30 ans, quand le gaming est apparu, le gaming électronique, où il y a 40 ans à jouer, ils avaient 20 ans, aujourd'hui ils en ont 60 et ils continuent à jouer. Donc il n'y a pas d'âge pour le gaming, c'est pas c'est pas un loisir de jeunes. Et c'est un loisir qui peut également structurer la sociabilité, l'intelligence, l'agilité du cerveau, etc. Je vous rappelle aussi que le gaming est une activité économique très importante, puisque les Marocains ne veulent pas être que joueurs, ils veulent être producteurs de gaming, ils veulent vendre, ils veulent créer une activité économique, ils veulent même l'exporter. Le problème, c'est que le gaming, de temps en temps, crée des addictions. Il crée des problèmes de difficultés sociales, etc., s'il n'est pas maîtrisé. Et c'est tout l'enjeu d'avoir un gaming responsable. Et nous espérons donc avoir les solutions au niveau de l'UNICEF, au niveau de Monsieur le ministre, qui est le ministre de la Jeunesse, entre autres choses, de la communication, mais aussi de la jeunesse, et d'une spécialiste également qui va intervenir, qui va nous faire le plaisir d'intervenir à partir de Londres, et que nous aurons un certain nombre de solutions pour que nous ayons un gaming responsable, qui soit un plaisir, une activité économique, mais quelque chose de positif et pas d'être addictif. On remercie l'UNICEF d'être partenaire avec nous dans cette opération et dans d'autres opérations dans le cadre d'un partenariat long et profond. Donc je vous remercie pour votre attention. J'appelle mon collègue Chaïb Hammadi qui va venir animer cette session qui sera filmée, qui sera reproduite sur les réseaux sociaux. J'appelle Monsieur le ministre, la représentante de l'UNICEF au Maroc et une jeune demoiselle qui va venir participer avec nous. Merci de la participation. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci Sibli Yazid. Effectivement, nous allons parler d'un enjeu. On a beaucoup utilisé le mot jeu. J'utiliserai pour ma part le mot enjeu. Et qui est quand même prédominant, que ce soit dans le domaine des loisirs, dans le domaine aussi de l'industrie. Le gaming au Maroc, et on le sait, qui est pratiquement en pleine mutation, et grâce à une stratégie nationale des plus ambitieuses, effectivement, des infrastructures en cours de développement, une jeunesse aussi, ça a été souligné tout à l'heure par Sibli Yazid, une jeunesse passionnée, eh bien, le Maroc entend faire pratiquement du jeu vidéo un secteur créateur d'emplois, créateur de richesses. C'est un segment chez les jeunes, effectivement, la première cible et qui connaît un essor fulgurant, d'autant plus que cela est structuré par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication qui vise à créer pratiquement quelques 6 000 emplois d'ici 2030. Et il y a aussi des initiatives qui sont posées, qui jalonnent un peu le suivi peut-être et les ambitions des jeunes, ces initiatives comme le Morocco Gaming Expo, des formations spécialisées qui accompagnent justement la création des start-up et qui soutiennent évidemment cette nouvelle industrie.
On va également parler de Morocco Gaming Expo. La date qui est prévue justement pour organiser ce genre de rencontre, c'est du 20 au 24 mai prochain à Rabat. Nous aurons l'occasion, Monsieur le Ministre, d'en parler dans un instant. Et puis, entre effectivement les compétitions à caractère international, les studios émergents, on parlera aussi d'exportation culturelle. Le Maroc, on le voit, joue sa carte dans l'univers des jeux électroniques, informatiques. Voilà donc un magnifique sujet de réflexion et de débat que nous allons engager, que nous allons approfondir. Et pour cela, effectivement, j'ai le plaisir de recevoir C'est Mohamed Mehdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être là. Également, Madame Laura Bill, représentante de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Nous aurons en direct depuis Londres Madame Gwenaëlle Boissel, qui a entre autres exercé au sein de grands groupes, ne serait-ce que pour citer le groupe Disney, la BBC, le groupe Lego, Amazon dans son versant jeu également. J'ai Madame Salman Nasseri. Merci beaucoup, Madame, d'être là. Vous êtes étudiante en ingénierie technopédagogique et innovation. Vous êtes formatrice également, créatrice de jeux vidéo en 2D. Vous allez nous expliquer évidemment ce qu'est véritablement votre passion que vous essayez en tout cas de partager avec les jeunes. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est vrai que c'est une thématique quand même qui nous touche d'autant plus, nous les Marocains, que le Maroc, c'est quoi? C'est pratiquement 70% des habitants qui sont formés par sa jeunesse. Monsieur le ministre, le gaming qui est devenu donc un loisir quotidien pour des millions de jeunes, on en a parlé. Et à partir de quand, ça c'est la question un peu que tout le monde se pose, à partir de quand ce jeu, cette passion devient un levier de développement et à partir de quand, évidemment, cela devient un risque? D'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation et d'avoir pensé à organiser un débat de ce niveau-là. Et avant de démarrer, si vous me le permettez, j'aimerais d'abord apporter tout notre affection, notre soutien aux populations, nos sœurs et frères qui habitent le Gharb et bien sûr quelques provinces du Nord, par rapport aux intempéries que nous connaissons ces derniers jours. Et par la même occasion, bien sûr, féliciter, encourager les autorités et toutes les administrations concernées qui font le nécessaire aujourd'hui pour justement éviter tout drame humain possible sous les hautes instructions de Sidna Allah. Sur les enjeux, pourquoi nous avons pensé au gaming en 2021 quand ce gouvernement est arrivé? C'est parti d'un constat très simple. Aujourd'hui, quand on parle d'ICC, d'industrie culturelle et créative, et quand on voit le chiffre d'affaires au niveau international, on comprend que le Maroc a investi pendant des années dans le cinéma, dans des industries un peu plus, la musique, etc., dans des industries un peu plus classiques que nous connaissons dans le royaume, et que nous étions en parallèle une population consommatrice de gaming. Et vous avez parlé de e-sport, qui est une composante du gaming, et entre parenthèses toujours, le ministère de la Communication a pour rôle de créer un écosystème autour de l'industrie du gaming, alors que tout ce qui est consommation, tout ce qui est e-sport, ça relève plutôt des prérogatives du ministère des Sports. Donc il y a un double emploi entre notre ministère et le ministère des Sports. Et ça ne crée pas des difficultés justement? Absolument pas. Pour pouvoir gérer ce secteur quand même qui devient de plus en plus important? Absolument pas, parce que nous sommes allés réellement dans une thématique de création de jeux et de la mise en place d'un écosystème et d'une réelle industrie. Et bien évidemment, il y a les fédérations aujourd'hui de jeux vidéo et autres qui, eux, leur rôle principal, c'est justement de créer cet engouement autour du jeu de vidéo et qui sont partenaires avec nous, avec la casquette de la jeunesse, où nous permettons, dans le cadre des maisons de jeunes, des programmes des maisons de jeunes, d'avoir des espaces de gaming pour qu'il y ait une démocratisation du jeu et que ça ne soit pas perçu uniquement comme un outil pour ceux qui ont les moyens, parce que pour avoir une console chez soi, il faut avoir les moyens. Donc aujourd'hui, la démocratisation du jeu, ça fait partie aussi de nos prérogatives à travers les maisons de jeux. Mais revenons à l'essentiel. Qu'est-ce que le gaming aujourd'hui? Pourquoi on s'y intéresse? Et pourquoi nous avons mis autant d'efforts pour créer un écosystème? C'est 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires au niveau international. Et on s'est dit, au lieu de rester uniquement des consommateurs,
devenant des producteurs. Rappelons-le, c'est une industrie qui est soft, moins complexe que l'industrie de l'automobile, de l'aviation ou autre, où nous avons plus besoin de ressources humaines qualifiées que de machinerie ou autre pour créer justement ce jeu vidéo. On est parti de ce constat-là en pensant qu'il fallait démarrer à zéro, mais la réalité nous a démontré autre chose. Nous avions déjà des start-upers marocains qui travaillaient dans ce domaine-là, de manière désorganisée pour certains, et qui travaillaient, entre guillemets, dans le black, dans l'illégalité, à savoir, ils remasterisaient certains jeux, ils le vendaient dans le marché international, mais de manière illégale. Et ce que nous leur avons permis aujourd'hui, c'est d'abord de reconnaître leur intelligence et leur effort, et de mettre en place, de structurer cette économie-là pour qu'ils puissent trouver des parts de marché, non pas uniquement au niveau national, mais surtout au niveau international, parce qu'on rappelle-le, on a parlé d'industrie soft, donc elle peut toucher par définition le monde à partir du moment où nous avons la bonne solution, la bonne approche et le bon jeu. Et parce que ça s'appelle le gaming, donc bien sûr la traduction c'est le jeu, mais rappelons-le, le gaming et la gamification ne concernent pas que le jeu vidéo. Aujourd'hui, le gaming dépasse le simple fait de créer des jeux pour jouer, mais est devenu une réelle industrie qui propose des solutions à différents départements. À titre d'exemple, le ministère a mis en place un partenariat avec l'école ISART, une des meilleures écoles dans le monde, dans le gaming, et qui forme des étudiants qui proposent des solutions totalement diverses, à savoir, ils peuvent avoir comme client le ministère de la Santé, l'éducation, parce que à travers aujourd'hui le gaming, on propose des solutions éducatives pour simplifier des modus pédagogiques pour les enfants et pour les jeunes et les moins jeunes. On propose des solutions qui concernent le climat à travers la gamification. On propose, comme vous le savez, aujourd'hui, le drone qui est utilisé pour diverses choses, que ce soit sécuritaire ou pour filmer et autres. C'est de la gamification au départ. Donc l'opération qui a été faite par un médecin marocain de Tanger pour Casablanca, c'est de la gamification, c'est une manette qui est utilisée, c'est un jeu au départ qui est devenu par la suite une solution qui peut sauver des vies. Et donc vous voyez qu'en investissant dans le gaming, notre objectif premier n'était pas que de créer un marché pour le jeu ou pour les jeux vidéo, pour les jeunes et les moins jeunes, mais de pouvoir dire, nous avons les capacités nécessaires aujourd'hui en ingénierie, en développeurs, etc., pour, à travers le gaming, développer une industrie qui pourra apporter des solutions à différentes problématiques et à différents départements même gouvernementaux, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. On a démarré avec 2 startups au Maroc en 2022 quand on a lancé le MGE, le Moroccan Gaming Expo. Aujourd'hui, nous arrivons à sa 4e ou la 3e édition, je crois. 3e édition, et nous sommes déjà à plus de 40 startups qui proposent déjà des solutions, notamment dans le tourisme culturel. Le ministère de la Culture devient aussi un client de cette gamification parce qu'il propose aujourd'hui des expériences, où il proposera des expériences à Chella, par exemple, à Volubilis et autres patrimoines, donc issus des solutions proposées par ces startups-là. Le tourisme devient un client, etc., etc. Donc vous voyez qu'on est réellement en train d'installer une réelle industrie. Et derrière, le plus important pour moi, c'est qu'on est en train de proposer des solutions d'emploi très qualifiées pour la jeunesse marocaine. Et vous le savez mieux que moi, j'ai envie de dire, les universités aujourd'hui, on a certaines universités qui nous donnent des jeunes très qualifiés. Donc au lieu de les voir quitter le Maroc pour aller chercher de l'emploi ailleurs, on leur propose justement, grâce à cet écosystème-là, de l'employabilité au Maroc. On encourage les startups marocaines à se transformer en PME demain, et pourquoi pas devenir parmi les AA+, au niveau international. Et nous avons, si vous faites un tour au prochain Moroccan Gaming Expo, vous verrez que nous avons des startups avec des solutions. On nous jalouse au niveau international. Certains aujourd'hui, on essaie de nous piquer certains de nos startups aujourd'hui, notamment en Arabie Saoudite, aux États-Unis, en France, et nous essayons de résister avec les moyens que nous avons, parce que c'est aussi une industrie qui a besoin de moyens et c'est la prochaine étape, je pense, qu'on se doit de mettre en place en partenariat avec les banques marocaines, avec les fonds d'investissement et autres. Il y a du risque dans ce domaine-là. Le risque est présent et il faut qu'on puisse avoir aussi, je parle là du capital marocain et des financiers marocains, il faut avoir aussi ce goût pour le risque. Parce que quand on parle de risque, le risque c'est pour 1, 2, 3, 4 startups, mais il y en a une qui va pouvoir rapporter les gains nécessaires pour pouvoir
pérenniser cet écosystème-là. Parce que sans moyens, on ne pourra pas pérenniser ce système-là. Donc voilà un petit peu l'équation sur laquelle on essaie de travailler et à laquelle on essaie d'apporter des solutions. Les solutions ne peuvent pas être apportées uniquement par le gouvernement, par l'État, mais aussi en impliquant le privé. Donc c'est vraiment du partenariat privé, public-privé que nous essayons de mettre en place. Pour revenir peut-être au titre, pour ne pas monopoliser la parole et la thématique de cette conférence, et si on parle si on va sur le spectre uniquement gaming et jeux, l'impact sur les jeunes et sur les enfants, oui, il y a un sujet, comme tous les sujets d'ailleurs. C'est-à-dire, pourquoi nous essayons justement d'encadrer ça dans le cadre des maisons de jeunesse. D'abord parce qu'on essaie de leur dire, bon, vous avez le droit de venir jouer aux jeux vidéo, au gaming dans les maisons de jeunes, mais on ne dépasse pas 45 minutes, 1 heure. Et à côté, on propose d'autres choses. Il y a du théâtre, et les échecs, il y a le sport, etc. Et justement, cette sociabilisation du jeu à travers les maisons de jeunes nous permet de pouvoir accompagner les jeunes pour qu'il n'y ait pas l'enfermement dans le jeu vidéo qui peut créer des problématiques même psychiatriques derrière. Et ça, c'est une autre bataille à engager. Il y a du boulot, hein, franchement. Oui, bien sûr. Alhamdoulilah. Tant qu'il y a du boulot, ça veut dire que... Madame Laura Bill, effectivement, on a entendu ce formidable optimisme exprimé par Monsieur le ministre. Est-ce que vous partagez véritablement ce constat? Est-ce que vous voyez ce regain d'intérêt pratiquement manifesté par les jeunes? Vous êtes représentante de l'UNICEF. Absolument. Et donc aussi, je tenais à remercier toute l'équipe aussi des Comédia pour nous accueillir aujourd'hui. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Monsieur le ministre a mentionné tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, le jeu n'est plus un divertissement isolé. C'est vraiment un espace de vie. Et je vais parler évidemment des enfants en particulier. Pour les enfants, ça les aide à apprendre, à créer, à socialiser, à développer leur identité. Je pense ce qu'il faut aussi comprendre, et je pense que Monsieur le ministre l'a mentionné, dans le monde, il y a plus de 2 milliards de personnes qui jouent au gaming. Et donc ça fait beaucoup plus que le nombre de personnes qui vont au cinéma ou qui écoutent de la musique. Donc c'est effectivement une évidence et c'est vraiment important de réaliser ça. Maintenant, quand on parle évidemment des enfants, pour l'UNICEF, on parle de leurs droits. Donc en fait, c'est vraiment important que dans le circuit et l'environnement, l'écosystème du gaming, que les droits des enfants soient protégés et soient aussi promus. Et c'est pour cela que en fait, l'UNICEF s'engage dans le gaming responsable, avec une ambition d'en faire un environnement sûr, équitable et porteur d'avenir. Donc voilà, on est tout à fait aligné avec ce que Monsieur le ministre... Et c'est des conseils que vous donnez, vous aussi, justement, pour éviter l'enfermement chez cette catégorie? Alors absolument, en tant qu'UNICEF, en fait, on part du constat que le jeu en soi n'est pas un risque, mais c'est le jeu qui n'est pas protégé qui devient en fait un risque pour les enfants. Et on a catégorisé les risques en 5 différentes grandes familles, donc dont le ministre en a déjà mentionné certaines. La première, elle est liée aux données et à la vie privée. Donc c'est cette collecte excessive qui se fait, le profilage, les publicités ciblées qui se font des fois à travers le gaming. Et les enfants, en fait, ne comprennent pas toujours l'exploitation de leurs données. Donc ça, c'est un des risques majeurs qui existent dans le gaming. Le deuxième, c'est lié au modèle de monétisation. Donc les microtransactions. Les enfants, en fait, sont beaucoup plus vulnérables aux stimuli incitant à l'achat. Parfois, ils ne se rendent en fait pas compte de la valeur réelle qui est derrière. Le troisième des grands risques, c'est l'environnement toxique. Donc c'est tout ce qui est lié au cyberharcèlement, la sexualisation, les propos discriminatoires, racistes, etc. Et donc ça, vraiment, ça pose des problèmes majeurs pour les enfants quand ils ne réalisent pas ça, malheureusement. Je pense que le ministre en a parlé du contenu et de l'âge. Donc les mécanismes d'âge
malheureusement dans certains games, certains jeux sont contournés. Et donc les enfants accèdent à des contenus qui peuvent être violents, qui ne sont pas adaptés à leur âge. Donc ça, c'est un autre souci. Et finalement, c'est tout ce qui est lié au bien-être de l'enfant. Donc vraiment de s'assurer qu'il y a des pauses, que l'enfant ne soit pas connecté ou joue tout le temps, qu'en fait, il y ait un temps d'écran qui soit limité. Parce que, comme on l'a dit et comme il l'a mentionné aussi, Monsieur le Ministre, ça peut avoir un effet néfaste sur le bien-être, l'équilibre, le sommeil des enfants. Est-ce que je m'adresse à vous, Madame Nasseri, je rappelle que vous êtes formatrice, créatrice de jeux vidéo. Effectivement, vous êtes passée par cette évolution, par cette formation, par cet intérêt accordé donc aux jeux vidéo. Et c'est vrai qu'il y a le pour et le contre. Et j'imagine que le pour est beaucoup plus important, heureusement, que le contre. On en a souligné quelques aspects tout à l'heure. Comment voyez-vous, parce que vous êtes au cœur du problème de ce sujet, comment voyez-vous effectivement l'intérêt de ces jeunes? Est-ce qu'il a une sorte de propension peut-être à s'intéresser à ce qui pourrait être négatif, en tout cas moins d'intérêt, ou au contraire, voilà, c'est une sorte de passion, de curiosité qui peut rapporter énormément de choses? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous. Et pour répondre à votre question, je vais vous raconter mon expérience ou bien comment j'ai découvert le monde du gaming. Et c'est à travers mon expérience qu'on va répondre à la question. Donc, moi, je suis, comme vous avez dit, je suis étudiante en ingénierie technopédagogique et innovation à la Faculté des sciences et d'éducation. Et en parallèle, je suis très active avec vous, Monsieur le Ministre, dans le secteur de la jeunesse. Et en fait, je suis lauréate de la première édition de Motstawe, du programme Motstawe. Et c'est grâce à ce programme que j'ai eu l'opportunité de découvrir le programme qu'a proposé l'UNICEF, le Game Changers Coalition. Donc, ce programme qui a vraiment bouleversé ma vie positivement. Car en premier temps, j'étais une simple participante. Par la suite, je suis devenue une formatrice. Après, je suis devenue l'ambassadrice de ce programme à l'échelle internationale. Donc, j'ai participé à une rencontre internationale à Genève. Et finalement, aujourd'hui, je suis formatrice des formateurs dans la création des jeux vidéo. Donc, le programme Game Changers Coalition, il est axé sur l'autonomisation des jeunes filles, des foyers féminins, en les initiant à la création des jeux vidéo. Donc, on n'est pas purement dans la création des jeux vidéo, mais c'est juste l'initiation pour qu'elles comprennent qu'elles peuvent créer aussi des jeux vidéo et ne pas rester dans cette position de consommatrice des jeux seulement. Donc, c'est grâce à cette expérience, donc j'étais devant le choix de choisir mon master. Donc, voilà, donc j'ai décidé et j'ai pris la responsabilité, comme le panel est mentionné, gaming responsable. Donc, j'ai pris la responsabilité de faire cette combinaison et de la réussir. C'est la combinaison entre éducation, gaming et surtout la marocanité. Donc, parce que les jeux vidéo éducatifs, ça existe. Mais des jeux vidéo qui sont marocains, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui pousse une jeune fille à s'intéresser aux jeux vidéo? En général, c'est un segment beaucoup plus porté par les jeunes garçons. Et je pose la question. Je pose la question. Je vois ça avec un certain recul. Évidemment, je me trompe. Mais déjà, là, c'est la première question. Et la deuxième question, vous créez effectivement des jeux. Est-ce que ces jeux, en quoi sont-ils différents par rapport à la création qui peut être faite par un jeune, par un garçon, par exemple? D'accord. Alors déjà, pour la première question, déjà, c'est un stéréotype que les garçons qui règnent dans ce domaine. En fait, j'ai rencontré beaucoup de filles qui jouent déjà et qui créent des jeux vidéo, mais malheureusement, à cause de ces stéréotypes, ils se cachent derrière des faux profils pour ne pas être harcelés ou bien être face à ces stéréotypes. Donc, ils se cachent derrière. Mais c'est grâce à cette révolution qu'on fait aujourd'hui autant que des jeunes filles dans le monde du gaming. On va donner cette opportunité aux jeunes filles aussi de s'exprimer et d'être vraiment avec son propre profil en tant que jeune. Elle peut consommer le jeu vidéo comme elle veut et elle peut aussi créer et s'exprimer à travers les jeux vidéo. Et pour la deuxième question, en fait,
Je vais vous faire une petite démonstration de jeu vidéo pour comprendre l'intérêt du jeu vidéo, surtout dans le domaine éducatif, toujours dans la combinaison éducation, gaming et marocanité. On a réalisé avec une toute petite équipe un jeu qui s'appelle Hadiden 2.0. Donc déjà, on connaît tous Hadiden. C'est un jeune c'est un saveur et qui est très malin. Et aussi, en fait, le fait qu'il fait le tour entre les villages. Aujourd'hui, il est face à l'intelligence artificielle. Donc, comment on va intégrer l'intelligence artificielle aux jeunes apprenants à travers un jeu vidéo qui est purement marocain. Donc, on a ce personnage qui est face à l'intelligence artificielle et il essaye de mettre en place une morale à la fin c'est bien de suivre l'actualité, de suivre l'intelligence artificielle, mais toujours en gardant nos racines. Donc, c'est ça ma responsabilité. Donc, j'essaie de combiner ces trois. Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup, madame. Merci Alors, je ne sais pas si nous avons le direct pratiquement de Londres. Bonjour, madame. Bonjour. J'imagine qu'il doit faire un temps londonien et le même pratiquement qu'ici à Rabat. Il doit faire gris, froid. Qu'en effet, vous avez des intempéries qui ressemblent assez à celles qu'on a en expérience actuellement en Angleterre et dans le nord de la France. Donc, mais nous avons le smog en moins, j'imagine. Alors, racontez-nous déjà votre expérience. Hein, je le disais, vous avez collaboré auprès de grands groupes internationaux. Je vais peut-être en citer quelques-uns, Disney, BBC, Lego, Amazon. Qu'est-ce que vous retenez justement? On a beaucoup parlé peut-être un peu du côté divertissant des jeux vidéo depuis tout à l'heure. J'aurais voulu avoir votre avis sur un peu l'aspect industriel à travers vos connaissances et votre expérience. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est un métier porteur que les jeux vidéo? Oui, c'est un métier porteur et je pense que, comme le disait Monsieur le Ministre, c'est non seulement porteur, mais c'est dans la fabrique de nos sociétés. Donc, on ne peut vraiment pas faire comme si ça n'existait pas ou qu'on pouvait l'oublier. La moitié de la population mondiale joue à des jeux. Et quand on regarde, alors je ne connais pas les statistiques au Maroc précisément, mais en Europe, on sait qu'il y a à peu près 90% des enfants entre 8 et 17 ans qui jouent à des jeux. Donc, ça fait partie de leur vie. Ils sont nés avec et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste ignorer. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, les entreprises qui investissent dans le jeu. Alors, Lego est un exemple et travaille beaucoup avec l'UNICEF. C'était aussi le cas quand j'étais chez Disney, donc qui ont des audiences qui sont essentiellement des enfants ou des familles. Donc, du coup, ils font très attention à non seulement l'éthique au niveau données, au niveau société pour ces enfants avec les jeux qu'ils font, mais de plus en plus aussi, ils voient que ces jeux sont aussi des outils d'apprentissage et apprentissage à plusieurs niveaux. Pour vous donner l'exemple de l'Angleterre, en Angleterre, ça fait plusieurs années que des plateformes comme Minecraft, alors Minecraft, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est un jeu qui maintenant appartient à Microsoft, et qui a en fait une partie du jeu, une branche du jeu qui est purement éducative. Et en Angleterre, c'est dans les classes d'école. Et c'est aussi étudié et recherché beaucoup par les chercheurs pour voir justement quels sont les impacts. Et l'année dernière, il y a eu une revue qui a été faite, donc ils ont fait 29 études en fait pour regarder les effets. Et donc on a des preuves qu'un jeu comme Minecraft Éducation aide la pensée spatiale, donc la capacité des enfants à concevoir en 3D. La créativité, ce qui est quand même hyper important parce qu'on est quand même dans un monde où on est en crise d'imagination totale et on ne sait plus se réinventer, et dans un monde qui change, qui est incertain et où justement les solutions ne sont pas dans le passé, elles sont à inventer, pouvoir avoir cette capacité créative est de plus en plus importante. Et puis la pensée critique et aussi, comme le disait notre participante qui vient du programme Game Changer auquel moi j'ai participé au tout début, donc je trouve ça incroyable de voir les parcours que ce programme, cette coalition a pu susciter. La réalité, c'est qu'en fait, quand des jeunes arrivent, alors ça commence autour de 13-14 ans, même un peu avant, mais c'est à ce moment-là où en fait les carrières bifurquent et où en fait les garçons
On leur dit, alors à l'école on leur dit, dans la société on leur dit, à la maison on leur dit, les matières scientifiques c'est pour vous, c'est pas pour les filles. Et donc il y a énormément de filles qui à ce moment-là déconnectent, décrochent de ce genre de carrière, pas parce qu'elles sont pas capables, mais juste parce qu'on leur fait comprendre que c'est pas pour elles. Et en fait pouvoir à ce moment-là les intéresser et leur faire comprendre que c'est tout à fait pour elles et qu'il y a tout à fait une place pour elles dans ces industries-là, c'est hyper important que ça se passe à ce moment-là. Et donc, en fait, par le jeu, on peut les intéresser à toutes les matières scientifiques. Alors, en Angleterre, on appelle ça le STEM. Aux États-Unis, c'est le STEAM, ils ont ajouté les arts, mais c'est grosso modo tous les métiers scientifiques, les maths, les sciences, etc. Et en fait, par le jeu, on a aujourd'hui des preuves qu'on peut faire en sorte que des petites filles voient le potentiel et leur capacité à faire partie de ce monde. Et en fait, à partir du moment où elles prennent ça à bras-le-corps et elles s'en équipent comme de vrais outils, ça fait des personnes extraordinaires et des parcours extraordinaires. On en a un exemple. Madame Boissel, ce qui m'intéresserait aussi de savoir éventuellement, c'est quel est le cheminement qui se pratique dans un pays comme le Royaume-Uni, par exemple, entre l'intérêt manifesté par un jeune, qu'il soit garçon ou fille, pour les jeux vidéo, jusqu'à en faire un métier d'avenir, jusqu'à aboutir à la professionnalisation. Comment cela se passe généralement comme cheminement d'un point à un autre? Alors maintenant, en Europe, il y a beaucoup d'écoles de jeux vidéo qui existent. Moi, quand j'ai commencé dans l'industrie du jeu vidéo, les gens se formaient sur le tas, entre guillemets, alors qu'aujourd'hui, ça fait partie du système éducatif secondaire et puis universitaire. Et donc, il y a des écoles de jeux vidéo pour des jeunes qui veulent devenir game designer, directeur créatif ou même développeur. Ceci dit, il n'y a pas forcément besoin que ce soit institutionnalisé. Je pense qu'il le faut parce qu'en fait, si c'est pas reconnu par un ministère, si c'est pas proposé dans les cursus, ça va toujours rester quelque chose d'un peu sous-jacent. Donc, c'est important que ce soit porté par les structures gouvernementales. Mais moi, je connais beaucoup de jeunes qui ont créé leur studio à terme et qui en fait se sont formés en jouant à des jeux comme Minecraft, comme Roblox, qui sont en fait des jeux où on apprend à faire ses propres jeux. Donc en fait, ce sont des plateformes de construction de jeux. Et donc si on regarde, alors moi j'aime pas trop Roblox pour des raisons je trouve que c'est pas au point au niveau protection et sécurité des jeunes. Mais Minecraft l'est beaucoup plus. Minecraft, en fait, on peut tout à fait utiliser ce jeu pour créer des jeux. Et donc, c'est un outil d'apprentissage qui est extraordinaire. Et quand c'est encadré dans les salles de classe, c'est encore mieux. Mais si ça se passe à l'extérieur, dans des clubs, dans des maisons de jeunes, par des coalitions comme Game Changer, ça marche très, très bien aussi. Donc, il y a les deux accès qui coexistent et qui sont très, très importants et qui, en fait, doivent se connecter aussi. Monsieur le ministre, justement, au niveau de effectivement ce cheminement entre la passion que l'on peut éprouver dès le départ et en faire peut-être une profession plus tard. Je vais faire le parallèle avec le sport et avec le football, puisque aujourd'hui c'est une vraie industrie dans le royaume et d'actualité en plus. On a mis en place des académies de foot et bien évidemment les clubs de foot vont vers ces académies pour essayer de trouver les meilleurs joueurs. Ça n'empêche pas que de temps en temps, il y ait des talents qui ressortent qui n'ont pas forcément un parcours académique. C'est la même chose pour le gaming. Aujourd'hui, ce qui est plus facile et plus simple pour les éditeurs et pour les start-upers, c'est d'aller vers justement ces écoles pour essayer de trouver, de dénicher des talents, parce qu'une start-up a besoin régulièrement de talents pour pouvoir toujours être la meilleure, parce que c'est vraiment une concurrence hard qu'il y a sur le marché. Mais de temps à autre, il y a des jeunes qui sortent des maisons de jeunes ou autres, avec des parcours totalement spécifiques par rapport à leur vie, et qui ont un talent extraordinaire. Moi, je vous parlais tout à l'heure d'un jeune qui n'a pas forcément une formation académique telle que l'est acceptée aujourd'hui au niveau international, mais qui a fait un jeu extraordinaire, qui est aujourd'hui, entre guillemets, dragué par les meilleures boîtes à l'international pour être acheté. Et on s'est battu justement pour le garder au Maroc et pour lui donner les moyens afin de développer son jeu au Maroc, pour que ça devienne justement une belle histoire à raconter pour les autres jeunes et moins jeunes. Donc c'est réellement quelque chose de nécessaire. Mais j'aimerais rebondir sur un point dont elle a parlé tout à l'heure, ce qui est très très important, c'est justement un des objectifs majeurs, c'est aussi de, entre guillemets, proposer des jeux marocains, notamment sur le volet éducatif. C'est-à-dire il y a une volonté de s'inscrire sur le marché international,
Et il y a une volonté aussi, parce qu'il y a des produits destinés uniquement au public marocain. Quand on parle d'éducation ou autre, il est nécessaire d'avoir des produits, des projets marocains pour que ça soit, pour que la compréhension par la suite, même à l'école, soit beaucoup plus simple avec des personnages marocains et autres. C'est aussi du soft power au final, parce que c'est des imaginaires marocains qu'on essaye d'abord de faire connaître à cette nouvelle génération, mais aussi de vendre au niveau international. C'est réellement du soft power. À l'image, vous savez, quand j'étais enfant, les héros qu'il y avait, c'était des héros principalement occidentaux, c'est les Superman, etc. Aujourd'hui, nous aurons des héros marocains. À l'image du foot, encore une fois, nous avons une équipe qui a atteint le demi-finale. Quand on était plus jeune, c'était très compliqué, très difficile. Donc, on est dans cette dynamique, dans cette ambition de placer le Maroc. Pourquoi ? Plus l'enfant se reconnaîtra dans ses jeux, dans ses sportifs, etc., plus il comprendra que tout est possible même pour lui. Et petit à petit, on pourra développer par la suite nos mentalités. Et bien évidemment, derrière, c'est toute une économie qui se met en place et des créations d'emplois nouvelles qui viennent de manière naturelle au marché du travail. Rappelons-le, on est parti de ce constat-là aussi. Une des premières problématiques qui revenait en 2021 chez les jeunes, c'était l'employabilité. Donc il fallait aller chercher de nouvelles industries parce que les modèles existants aujourd'hui avaient atteint leur objectif. Donc il fallait aller dénicher des nouveaux métiers ailleurs. Et le secteur du gaming, c'est plus de 80 métiers. Et c'est des débouchés aussi pour les métiers culturels classiques. Quand on parle d'un jeu, c'est aussi un scénario. Donc les scénaristes sont impliqués. Quand on parle d'un jeu, on parle de musique. Donc les ingénieurs de son, les musiciens sont impliqués. Quand on parle d'un jeu, c'est des dessins. Donc les dessinateurs sont impliqués, etc. Quand on parle d'une gamification intelligente pour proposer des solutions à d'autres départements de la santé, même les médecins sont impliqués, infirmiers et autres. Donc c'est réellement quelque chose qui peut aérer un petit peu le marché de l'emploi et créer des opportunités nouvelles au-delà de son métier propre. Rappelons-le, sur la thématique de l'enfance et de l'enfant, il y a le rôle des éditeurs, c'est-à-dire des créateurs de jeux, il y a le rôle de l'État et des partenariats qu'on met en place comme ce qu'on a fait avec l'UNICEF, mais le rôle de la famille reste prédéterminant, c'est-à-dire il y a des risques partout. Quand on inscrit son enfant dans un cours de boxe ou de judo, il y a le risque de blessure. Donc quand on laisse son enfant jouer un jeu, et surtout quand il est très jeune, quand on parle d'un enfant entre 6 et 12 ans, et qu'il n'y a pas de surveillance derrière, il y a le risque. Donc c'est pour ça que même les consoles aujourd'hui, même les téléphones aujourd'hui, il y a cette fameuse autorisation parentale, etc., enfin protection parentale, et donc le rôle de la famille est nécessaire quand on décide quand on décide d'offrir à son enfant une console ou qu'on le laisse jouer au téléphone, etc. Il faut quand même parce que ça reste un enfant. Et les autres risques dont on n'a peut-être pas parlé, c'est qu'aujourd'hui, sur plusieurs jeux, il y a ce qu'on appelle les chat rooms. Et il y a des possibilités, il y a parfois des tentatives de recrutement, d'extrémisme dans le cadre de cette chat room. Et donc il y a un rôle, il y a eu des rapports par l'ONU et autres qui ont été faits dans ce sens-là. Bon, ça restait minime et limité, mais le risque est là. Donc il faut prendre en considération ce risque-là. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que même quand il y a des espaces de jeu dans les maisons de jeunes, il y a une implication de nos responsables pour qu'ils puissent surveiller, faire attention. Les dérives, c'est-à-dire les opportunités sont énormes, mais il y a des risques qu'il faut pointer pour pouvoir solutionner ces risques-là, justement. Une gamification intelligente, c'est vrai, sans diaboliser effectivement les jeux informatiques, les jeux électroniques. C'est vrai que la ligne est assez tenue, elle est pratiquement invisible. Qu'est-ce qui est fait ? Que dire aux parents qui s'interrogent, qui effectivement voient un peu leur enfant complètement plongé, avalé par les jeux vidéo, voilà, sans compter la notion du temps. Comment faire la différence entre l'intérêt et se méfier un peu de ce monde parallèle, j'allais dire ? Qu'est-ce qui est fait au niveau de l'UNICEF, par exemple ? Oui, alors en fait, je pense qu'il est vraiment important, les conseils ou les recommandations que nous donnons aux parents et aussi aux éducateurs, c'est déjà à la fois de reconnaître les opportunités qui existent à travers le gaming et puis aussi évidemment avoir les risques, décrire les risques. J'en ai parlé tout à l'heure des risques. En termes d'opportunités, je pense qu'il est vraiment clair et les collègues qui sont passés avant moi et aussi la collègue qui est connectée depuis Londres l'a mentionné.
Les aspects positifs en fait du jeu, c'est le fait que à travers le jeu, les enfants apprennent, ils peuvent développer des compétences, que ce soit linguistiques, culturelles, des compétences autres comme on en a parlé du STEM. Hein, je pense que c'est extrêmement important. Ils peuvent développer leur créativité. Ils apprennent à collaborer avec d'autres enfants. Ils apprennent à résoudre des problèmes. Donc c'est vraiment un espace qui aide l'enfant en fait à se développer. Et je pense que c'est important de le rappeler ça aux parents. Après, ce qui est aussi important, c'est de donner quelques outils aux parents, des stratégies un peu plus ou moins concrètes pour les accompagner, pour accompagner les enfants quand ils jouent. Le ministre en a déjà parlé. D'une, par exemple, les contrôles parentaux qui existent, donc utiliser ces contrôles parentaux d'une manière intelligente. C'est possible avec certains enfants de jouer peut-être aussi avec eux. Ça, c'est une autre stratégie. Une fois qu'on définit des règles avec ses enfants, la limite du temps, etc., définir conjointement ces règles pour que l'enfant soit aussi d'accord, que ce soit une discussion ouverte, et puis encourager évidemment aussi le dialogue avec les enfants une fois qu'ils ont joué à ces jeux pour essayer de comprendre comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont eu des soucis, voilà, le fait des chat rooms où ils sont connectés sans vouloir l'être forcément, etc. Donc pour pouvoir essayer d'identifier certains des risques que les enfants ont. Mais je voulais revenir sur un des points que la collègue... Excusez-moi, Madame Laura Bide, j'aurais juste, avant effectivement de vous laisser continuer effectivement votre intervention, je voudrais reprendre éventuellement voilà, la communication avec Madame Gwenaëlle Boissel. Alors vous nous avez écouté depuis tout à l'heure, effectivement il y a cette espèce de partage entre la passion qui est éprouvée d'un côté et la méfiance que peut engendrer naturellement l'usage un peu trop encombrant peut-être des jeux vidéo, des jeux électroniques. Qu'est-ce qui est fait justement au Royaume-Uni, de là où vous nous parlez, qu'est-ce qui est fait justement pour pouvoir faire le partage, faire la distinction entre ce qui peut être utile et ce qui peut être éventuellement nuisible? Alors, je ne pense pas qu'il y ait aucun pays au monde qui est vraiment la solution aujourd'hui. Je pense que c'est une problématique qui est partout. Peut-être que l'Australie est un peu plus avancée parce qu'en Australie, ils ont en l'occurrence mis des limites d'âge sur l'accès plutôt aux plateformes sociales. Mais en fait, à partir du moment où on commence à réguler le temps d'écran, les accès aux plateformes, on plante un peu la graine dans l'esprit des parents et des enfants que peut-être tous les usages ne sont pas bénéfiques et qu'il faut qu'il y ait un petit peu de contrôle. Moi, ce sur quoi je voulais revenir rapidement, parce que je trouve ça très, très intéressant, et Monsieur le ministre, vous en avez parlé, mais Salma aussi, c'est quel est le contenu qui peut faire une différence. Alors, vous avez parlé de contenu marocain, du fait que c'est très, très important pour des joueurs, des jeunes, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, en fait, de se voir représenter, de voir des problématiques dans les jeux qui touchent à leur vie de tous les jours. Et ça, dans le monde du contenu, du média, en anglais, ça s'appelle le brain print. Donc, brain, c'est le cerveau, et print, c'est l'empreinte. En fait, l'industrie du média au sens large, mais pour le jeu, c'est encore plus important, a cet élément de soft power que souvent on ignore. Et au niveau du jeu, c'est multiplié parce qu'en fait, le jeu, c'est le seul média qui existe aujourd'hui qui est actif, qui n'est pas passif. En fait, on ne peut pas jouer à un jeu sans être actif. Et ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'on joue à des jeux, ça forme du coup nos comportements, nos réactions au monde, notre façon d'appréhender le monde, etc. Et il y a beaucoup de petits studios. Alors, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai que souvent, la presse va se pencher sur les grandes histoires, les grands jeux, etc. Mais il y a énormément de petits studios indie partout dans le monde. Et il y en a de plus en plus dans le Global South, donc dans la partie sud de l'hémisphère, qui font des jeux, qui se penchent vraiment sur quel est le contenu dont on veut parler, et pas uniquement quelle est l'histoire qu'on veut raconter. C'est aussi, par exemple, là, on parlait un petit peu de changement climatique. Il y a un vrai besoin aujourd'hui de trouver des solutions, et pas que des solutions pour faire
pour faire de la mitigation, mais pour faire de l'adaptation. Et il y a énormément de ces jeux indie qui touchent à ces sujets-là, qui vont par exemple se passer dans un monde où il y a beaucoup d'inondations et il faut trouver des solutions et voir comment on résout ces problèmes-là, ou ça peut être autour de sujets d'énergie. Et c'est pas des jeux qui sont que sur ce sujet-là, mais c'est des jeux qui mettent dans le narratif et dans l'appréhension des personnages certains de ces éléments qui sont dans la vie réelle des gens. Et ce type de jeu est incroyable parce que ça permet non seulement de faire de la résolution de problèmes, mais aussi d'empouvoirer les joueurs, et en particulier les enfants, à trouver des modèles d'adaptation, de réaction, etc., qui sont bénéfiques pour eux, et où ils peuvent en fait sentir que ils ont un vrai impact, qu'ils sont capables d'être confrontés à ces sujets-là, sans que ce soit forcément un trigger pour de l'éco-anxiété ou de l'incapacité. En fait, l'éco-anxiété, ça vient de ça, ça vient de « je sais pas quoi faire, je suis trop petit ». Et donc, quand on peut en fait travailler sur des solutions et aussi apprendre à réguler et à comprendre ses émotions face à ces sujets, par le jeu, c'est un outil incroyable pour les enfants, mais aussi comme pour les adultes. Et donc, moi, je recommande vraiment de regarder un peu cette catégorie de jeux qui est un peu nouveau, ça s'appelle Solarpunk, ça s'appelle EcoPunk, ils ont plein de noms différents, Sustainable Game Design, mais il y a énormément de créativité dans cet espace-là. Merci beaucoup, Madame Boissel. Merci infiniment pour nous avoir accordé en tout cas un peu de votre temps. Je sais que votre emploi du temps est assez chargé. Nos remerciements sincèrement pour tout ce que vous nous avez dit à propos effectivement de l'implication en tout cas de ces jeux des jeunes, surtout dans ce monde parallèle. Je vous laisse, vous nous parliez donc depuis le Royaume-Uni, depuis Londres. Merci encore une fois. Là, je m'adresse à vous, Madame Nasseri. Gérer ses émotions, on l'a entendu plusieurs fois, cette expression. Est-ce que c'est facile, effectivement, de pouvoir, effectivement, maîtriser ses émotions quand on se trouve plongé dans un monde qui n'est plus le nôtre, où on peut se permettre énormément de choses, et surtout quand on est jeune, très jeune. Est-ce qu'on peut gérer ses émotions quand on est jeune ? Je vois que c'est possible. C'est difficile, certes, mais vraiment c'est faisable. Déjà, pour comprendre l'impact positif du jeu vidéo ou bien du gaming, il faut comprendre, et je tiens à souligner ce terme, quand on parle du gaming, ce n'est pas un concept, c'est un écosystème. En fait, c'est un écosystème que, comme Monsieur le ministre a mentionné, il y a une équipe qui participe pour créer ce jeu. Donc, il n'y a pas que ce technicien qui crée le jeu, mais vraiment toute une équipe, peut-être seulement ce jeune qui a cette histoire, il peut contribuer à créer un jeu vidéo. Donc, voilà, donc la gestion des émotions, ça rentre dans cela. Donc, un jeune qui souffre d'une situation, il peut s'exprimer à travers un jeu. Donc, il peut être un moyen pour qu'il se dépasse face à ses émotions. Oui. Monsieur le ministre, comment faire pour que le Maroc puisse effectivement relever ce défi ? Parce qu'on imagine que c'est un défi immense, raccrocher le Maroc dans le train de ce nouveau type d'innovation. Comment faire pour pouvoir relever le défi ? Qu'est-ce qu'il faut mettre déjà ? Le Maroc a déjà relevé le défi. L'écosystème dont vous parlez est déjà mis en place aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est passé de 2 à plus de 40 startups aujourd'hui. Nous sommes passés on est déjà sur des jeunes qui sont sur le marché international, des startups, je veux dire, qui sont dans le marché international. On est déjà sur des investissements étrangers qui s'installent au Maroc, notamment à Rabat. Nous sommes déjà sur un investissement d'une cité de gaming à Rabat et une discussion sur une autre à Casablanca. Donc les atouts, on est déjà sur des cursus de formation avec des partenariats avec les meilleures écoles qu'il y a dans le monde, et un vif intérêt des universités marocaines en créant des branches pour former justement dans le gaming. Donc, mais quel doit être justement le rôle de l'État dans ce domaine bien précis ? Alors pour moi, après avoir intéressé, après avoir accompagné les startups, nous avons pour obligation aujourd'hui de convaincre les capitaux privés, de mettre en place des dispositifs de financement qui puissent
aller au bout de cette démarche-là. Parce qu'au final, on a beau avoir le meilleur start-upper, c'est les moyens qu'il faut mettre derrière pour qu'ils puissent demain avoir accès à ces moyens-là. On ne parle pas de soutien, c'est pas de dame, c'est un investissement, c'est croire en le projet-là. Et donc, c'est des mentalités à changer aussi envers les banques, envers les fonds d'investissement, intéresser peut-être des fonds d'investissement culturels ou créer des fonds d'investissement culturels qui soient nationaux, internationaux, et permettre justement qu'ils puissent être démarchés justement par les différents start-upers, parce que le start-up étrangère, quand elle vient avec son écosystème, elle a déjà son investisseur, elle maîtrise, elle a un marché, etc. L'idée, ce n'est pas uniquement d'être une plateforme pour faire installer les start-up étrangères, mais c'est aussi de devenir une start-up marocaine qui puisse produire et s'exporter à l'étranger. Et il nous manque ce volet-là, ce volet de financement qu'on est en train de démarcher aujourd'hui à travers les institutions marocaines, les banques marocaines, les privés marocains, mais aussi avec une démarche pour ramener des fonds internationaux pour permettre à nos jeunes d'exploiter leurs atouts au Maroc sans avoir besoin d'aller s'exporter eux-mêmes ailleurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on était très inquiets avec tout le ministère parce qu'un de nos meilleurs jeunes a eu une belle offre en Arabie Saoudite et en France et on a dû batailler pour lui trouver les moyens nécessaires pour l'accompagner parce que il y a aussi un accompagnement peut-être à faire au niveau des startups. Autant ils sont champions dans ce qu'ils font, autant ils maîtrisent moins les rouages économiques et financiers. Toute la difficulté, dites-vous, c'est de faire évoluer, de changer les mentalités justement en matière d'investissement. C'est propre au monde culturel, ouais. De manière un peu plus générale. On a de bons producteurs, de bons réalisateurs, mais ils ont du mal à mettre en place un dossier financier, c'est-à-dire quel business model pour intéresser une banque, un investisseur ou autre. Donc c'est toute cette démarche-là aujourd'hui qu'on est en train de mettre en place pour accompagner le monde culturel de manière générale à s'intéresser au monde financier parce que ça s'appelle aujourd'hui industrie culturelle et créative, CDI-CCC. Vous le savez, je ne vais pas vous le répéter, en France, la part de l'ICC a dépassé de très loin l'industrie de l'automobile ou autre. Dans le monde, n'en parlons pas. Et donc aujourd'hui, pour apporter des solutions nouvelles à la problématique de l'emploi au Maroc, nous devons, c'est une question vitale de s'intéresser à cette nouvelle industrie parce que de toutes les manières, avec l'arrivée de l'IA et le développement que connaît le monde, il y a certains métiers classiques que nous avons comme l'offshore ou autres qui vont être bientôt dépassés. Donc il va falloir proposer des solutions. Et les ICC, de manière plus générale, et le gaming de manière plus particulière, peuvent apporter une partie de la solution avec les efforts que font les autres départements dans les différents autres domaines. Madame Laura Bill, quelle est la démarche en tout cas de l'UNICEF en direction de l'État par exemple? Quel est votre travail dans ce domaine-là bien précis? Est-ce qu'il s'agit par exemple de réguler, de travailler ensemble? Est-ce que des idées, des pistes sont proposées? Oui, alors tout à fait. Pour l'UNICEF, en fait, il y a évidemment dans cet écosystème qu'on essaye de décrire depuis le début de cette émission, il y a un certain nombre d'acteurs et donc l'UNICEF, ce que l'on prône, c'est vraiment une approche qui est systémique où chacun des acteurs a une responsabilité complémentaire. Et donc le gouvernement est un des acteurs, c'est pas le seul. Pour nous, évidemment, ce qui est critique pour les États, c'est toute la partie de régulation. Je pense que Monsieur le ministre l'a mentionné. La monétisation, si elle doit se faire, pas se faire, et comment elle se fait. Tout ce qui est lié à la vérification d'âge aussi, ça dépend des jeux. Il faut s'assurer qu'il y ait des limites aussi qui soient inclus en fait dans le gaming, créer des environnements qui sont protecteurs des enfants, quand on parle des gaming qui est lié à l'enfance, et puis finalement toute la partie de limiter en fait les risques commerciaux. Donc je pense que Monsieur le ministre l'a mentionné, toute cette partie aussi de vouloir faire du business sur le dos de jeux, quoi. Il faut aussi essayer de limiter ça. Donc le rôle du gouvernement, c'est vraiment un rôle de régulateur. C'est un métier qui rapporte? Oui, je pense oui. Je pense oui. Je suis toujours optimiste par rapport à ça. Et je vois que en tant que jeune aujourd'hui, que ce soit le gaming ou que ce soit n'importe quelle création ou bien créativité, c'est une responsabilité commune. Donc il existe des initiatives. C'est à nous d'approfondir, c'est à nous de créer et innover, de mettre cette pression
pour qu'on aille par la suite plus d'initiatives. Donc, oui, mais c'est une quoi, responsabilité commune. Oui. c'est-à-dire que vous, effectivement, vous êtes là-dedans, vous êtes au cœur de cet écosystème. Qu'est-ce qui vous manquerait véritablement? Le ministre est là, c'est le moment effectivement d'avancer peut-être un peu vos souhaits. Voilà, que lui demanderez-vous justement pour pouvoir accomplir pleinement votre passion? Oui, je voudrais dire ça, c'est la reconnaissance. Je pense que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de la reconnaissance. Déjà, ça existe, c'est notre rôle aussi. Moi, j'y crois fort à la responsabilité commune. J'aime pas toujours faire la responsabilité au gouvernement. Donc, c'est aussi notre responsabilité en tant que jeunes. On met pas en valeur toujours ce qu'on fait, ce qu'on crée. Donc, c'est une responsabilité commune, mais vraiment, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de la reconnaissance. Dès qu'il y a la reconnaissance, on peut vraiment aller jusqu'au loin. Oui. Monsieur le ministre, la reconnaissance. Oui, avant de parler de reconnaissance, vous avez parlé tout à l'heure de est-ce que ça rapporte, est-ce que le métier rapporte. Oui. D'abord, c'est pas un métier, c'est des métiers. Rappelons-le, et c'est des métiers qui se rejoignent avec d'autres métiers. Tout à l'heure, je parlais d'ingénieur de son. Il peut faire une musique. Et c'est des pour un métiers film. qui s'imposent, qu'on le veuille ou non. Il peut faire une musique pour un film, mais il a aussi comme marché le gaming. C'est ça ce qui est important. Donc on crée des opportunités même aux métiers existants. La reconnaissance est importante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où nous avons mis le Moroccan Gaming Expo, on est passé de 2 à plus de 40 startups. Rassurer ces jeunes, rassurer ces startupeurs, rassurer, leur dire qu'on est là pour vous accompagner, leur donner des opportunités réelles en termes de formation, d'accompagnement pour qu'ils soient reconnus dans le marché avec les banques, etc. Justement, c'est le rôle aussi du MGE. Le MGE a cette force-là où il ramène tous les acteurs privés, publics, etc. pour justement permettre aux jeunes et aux moins jeunes, à ceux qui s'intéressent à ce métier-là, tout simplement de se faire connaître. Grâce au MGE, je sais que pas mal de start-upers ont eu accès à de nouveaux marchés. Quand on a démarré cette aventure de gaming, à l'époque, le ministre de l'Éducation cherchait des startups qui proposaient des solutions éducatives. Aujourd'hui, il y en a. C'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est voilà l'appel. Vous pouvez pratiquement dire aux jeunes qui nous écoutent maintenant, start-upers, que voilà le métier de start-upper est un métier d'avenir. C'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'on a déjà des start-up éducatives qui ont répondu aux besoins de l'école marocaine, et donc du ministère de l'Éducation. On a des start-upers qui ont répondu aux besoins du tourisme culturel. Et donc c'est des process qui sont déjà existants aujourd'hui. Maintenant, on est un peu plus rêveur. Notre objectif n'est pas de rester uniquement sur le volet start-up, mais réellement de créer des champions qui pourront dépasser les frontières marocaines et se faire connaître au niveau international. Et c'est l'objectif. Tant qu'il y aura des belles histoires à raconter, le jeune va croire à son rêve. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on parle de 80 métiers, donc ce n'est pas forcément une formation, mais des formations qui pourraient rejoindre ce monde, cette industrie-là, cet écosystème-là. Même le joueur aujourd'hui est concerné par le sujet économique. Vous savez qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui gagnent leur vie mieux que vous et moi réunis. Donc c'est aussi des opportunités existantes, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui socialement n'avaient pas forcément les moyens de départ, mais grâce à leur talent existent aujourd'hui sur la toile, sur le marché national et international, qui font des stars. C'est réellement des stars. Et donc c'est la force du gaming, c'est la force de Saint-Denis. C'est de toute manière, j'ai pas envie de dire c'est l'avenir, c'est déjà le présent ailleurs. Hein. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, soit on met en place une réelle stratégie en France, avec bien évidemment les problématiques que nous avons citées tout à l'heure. Les risques sont là, il faut les évaluer, il faut proposer des solutions aux risques sans s'enfermer, parce que de toute manière, soit cette gamification, ce gaming va nous être imposé par l'international, soit on va avoir aussi le droit à notre part de marché, et donc au plus derrière, c'est-à-dire, pour moi, le plus important, c'est la création de richesse, c'est la création d'emplois aux jeunes. Votre ministère organise la 3e édition, on l'a dit tout à l'heure, Expo Gaming. Qu'est-ce que vous retenez véritablement à chaque fois, chaque année? Qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui change par rapport à tout ce qui remonte à la surface? De voir de plus en plus de start-up marocaines, de plus en plus de jeunes qui ont pris l'initiative de créer leur société. Au début, c'était des jeunes qui avaient des atouts, mais qui n'avaient pas de structure, n'avaient pas d'entreprise. Donc c'était juste des jeunes qui étaient derrière leur PC et qui ont fait un jeu. Ils ont compris qu'ils se devaient d'avoir une structure et qui sont passés de 1 à 3 ou 4. Donc déjà, c'est de la création d'emplois et qui ont, entre la première, la deuxième et la troisième édition, pu avoir accès à des marchés qui travaillent, quoi. C'est-à-dire qui font partie prenante de l'économie du marché marocain. Et ça,
On se dit, alhamdoulilah. Voilà, il nous reste 3-4 minutes avant de conclure. Je vais vous donner 1 minute chacun pratiquement. Voilà, pour un message éventuellement. Qu'est-ce que vous espérez, encore une fois, que ce soit vis-à-vis voilà, des gens qui nous écoutent et peut-être même du ministre de tutelle qui est là avec nous aujourd'hui. Donc pour nous, en fait, on veut continuer à appuyer évidemment les enfants et les jeunes. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de continuer à les appuyer, de co-construire justement cet environnement. Pour les enfants et les jeunes, un environnement qui soit plus sûr, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, qui soit équitable, donc accessible à tout le monde, et puis finalement qui soit aussi éducatif. Je pense que plusieurs des personnes qui ont parlé aujourd'hui ont parlé de cet aspect éducatif. Je pense qu'il faut continuer à soutenir toutes les initiatives qui sont faites par les enfants, par les jeunes, pour eux, et leur assurer vraiment le minimum de risques possible. Voilà. Voilà, et là je m'adresse à vous, Madame Nassiri, éventuellement, votre dernier mot, en tout cas vos souhaits que vous souhaiterez exprimer aujourd'hui. D'accord. Alors déjà, mon message aux jeunes, c'est de croyer en vous. Vraiment, il faut croyer en votre potentiel et oser de faire de la technologie. Et surtout pour les filles, la technologie n'est pas faite que pour les garçons. Donc, on peut être innovant aussi dans ce domaine. Et mon message, ça va être, comme j'ai vu l'initiative du Game Changers Coalition dans les foyers féminins, j'aimerais le voir aussi dans les maisons de jeunes. Ça existe le gaming dans les maisons de jeunes, mais pour la consommation. Donc, pas pour la production, donc pourquoi pas des formations pour la production dans les maisons de jeunes, et c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Monsieur le ministre, c'est à vous pour le dernier mot. Certaines maisons de jeunes ont fait de la formation dans le cadre de programmes avec le ministère de Madame Amal Sarchouniak, du digital. Moi, j'ai un souhait. Pour vous. Pour moi, personnellement enfin, pour le groupe Ecomédia. Puisque vous nous avez invités aujourd'hui, moi, j'aimerais que vous invitiez aussi les jeunes start-upers qui ont eu le courage de créer leur start-up et de réussir aujourd'hui dans le marché marocain, au Maroc, malgré toutes les problématiques, malgré la nouveauté de ce domaine-là dans notre marché, pour qu'ils vous racontent leur histoire, pour qu'ils vous racontent leur passion et pour démontrer aux autres Marocains qui ont ce même rêve que c'est possible, que le rêve marocain est possible aussi chez nous. Et c'est ça aussi la reconnaissance dont parlait tout à l'heure notre ami. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Là, je m'adresse un peu à l'auditoire et éventuellement, si vous avez des questions à poser, nous avons effectivement une personne qui lève la main et si c'est possible, lui tendre le micro. Merci beaucoup, allez-y. Bonjour à tous, je suis Bihim Ritz, directeur général adjoint du groupe Ecomédia. Ah, ça c'est la réponse du berger à la bergère. Exactement. Donc, merci pour cet échange très très intéressant. Et là, vous nous donnez l'idée tous pour notre prochaine conférence. Ça serait bien de parler du marché du gaming et faire appel à... Parce que vous avez parlé du secteur bancaire, il faut aussi voir du capital risqueur et des business angels. Donc voilà, je voulais simplement parler de ça. Parce qu'il y a aussi créer un marché, il y a les startups, il y a le côté éducation, il y a la formation, mais il y a aussi le financement. Et c'est pour créer un marché, il faut un peu de tout. Merci. Très bien. On n'avait pas de réponse à fournir, éventuellement. Allez-y, une jeune fille. Si c'est possible, voilà, présentez-vous éventuellement. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Je m'appelle Hibatullah Al-Alami, jeune défenseur des droits de l'enfant à l'UNICEF Maroc. Et j'aimerais soulever un certain point justement sur le rôle des parents concernant justement cet écosystème, cette industrie. Normalement, est-ce qu'on peut vraiment inclure les parents, enfin plutôt comment peut-on inclure les parents dans cette industrie? Parce que on ne peut pas parler de gaming responsable si on n'inclut pas effectivement, si les parents ne sont pas accompagnés et formés justement, parce que si on parle de la formation des parents, mais si on zoome un petit peu sur ce qu'on voit réellement, on voit que les parents sont un petit peu dépassés par cette industrie-là.
Donc voilà, ma question c'est comment peut-on les former et les sensibiliser à cette industrie-là. Et j'aimerais juste soulever un petit point qu'avait dit Madame Salma tout à l'heure concernant les faux profils que les jeunes filles utilisaient pour justement créer et innover pour éviter le harcèlement. C'est vrai que les faux profils peuvent justement être une solution pour échapper à cet harcèlement-là, mais ça peut aussi être, il y a aussi un mauvais côté, ça peut aussi être générateur de harcèlement. Donc pensez-vous que justement ce monde virtuel doit avoir plus de réglementation et doit être relié très solidement avec le monde réel, soit avec justement une réglementation avec l'utilisation de l'ID de la personne, l'identifiant de la personne quand on crée justement un profil. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre première question, j'imagine, est adressée à Madame Laura Bill, effectivement de l'UNICEF. Alors j'ai un petit peu répondu à cette question lorsque vous m'avez posé une autre question sur la sensibilisation sans diaboliser en fait tout l'aspect de sensibilisation. C'est effectivement extrêmement important de parler aux parents, de sensibiliser aussi bien les parents mais aussi les éducateurs parce que vous passez quand même en tant qu'enfant beaucoup de temps à l'école et donc c'est vraiment important que chacun joue son rôle. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de la sensibilisation, donc des campagnes de sensibilisation vers les parents, vers les éducateurs. Pour les parents, je pense qu'il faut vraiment essayer de leur expliquer, c'est les opportunités que le jeu apporte, pas seulement les risques, parce qu'on a une certaine tendance en tant que parents de voir plutôt les risques que les opportunités. Donc si on arrive à faire, à travers nos campagnes, des messages pour leur expliquer vraiment la valeur ajoutée du gaming, comme je l'avais mentionné, tout ce qui est apprentissage, les compétences linguistiques qu'on peut acquérir ou d'autres compétences, etc. La créativité, la façon de résoudre des problèmes, etc. Je pense que c'est vraiment c'est critique. Après, il faut aussi, je pense, donner des outils aux parents pour, à quelque part, les réconforter, si je peux utiliser ce terme, parce que j'imagine les parents, souvent, ont plutôt peur que se sentent réconfortés. Donc, vraiment essayer de voir avec les parents comment est-ce qu'ils peuvent accompagner aussi leurs enfants à travers la sensibilisation qu'on fait avec eux dans toute la question de gaming. Donc, les accompagner quand ils jouent, jouer avec eux ou leur poser des questions une fois qu'ils ont joué, avoir un contrôle parental mais qui est intelligent, pas leur interdire, mais en fait être avec eux, les accompagner dans tout ce qui est gaming. Mais le point de sensibilisation, il est clé. Et la même chose avec les éducateurs au niveau des écoles. Il faut aussi former tous les enseignants, pas seulement à la littératie numérique, parce qu'ils devraient vous enseigner ça ou vous apprendre les bases de littératie numérique, mais aussi, par exemple, tout ce qui est détection du cyberharcèlement, etc. Les enseignants ont aussi un rôle à vous faire remarquer et vous sensibiliser sur ces risques-là, par exemple. Alors, Madame Nasseri, pour la seconde question, une réponse très courte, s'il vous plaît. Alors, c'est juste dans la vie quotidienne, comment on dépasse les tabous et les stéréotypes, c'est en parlant. Donc, c'est le cas pour le gaming, pour les filles. À chaque fois, on en parle plus, et il devient plus stéréotype pour les filles, et il va dépasser ce fait que les filles vont être cachées derrière les écrans, derrière des faux profils. Donc, il faut en parler plus, il faut avoir plus de ces panels avec la participation des jeunes filles dans le gaming. Donc, c'est ça. Voilà, merci beaucoup, Madame Salman Nasseri, pour votre intervention. Vous êtes formatrice, créatrice de jeux vidéo. Je remercie également Monsieur le ministre Mohamed Mahdi Ben Saïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Remerciements également très chaleureux à Madame Laura Bill, représentante de l'UNICEF au Maroc. Et évidemment, nos remerciements à Madame Gwenaëlle Boissel, responsable gaming auprès de certains grands groupes à l'étranger, notamment en Europe. Nous arrivons au terme de cette rencontre, de cet entretien, un entretien entièrement consacré, vous l'avez vu, à un enjeu, et non pas à un jeu, à un enjeu considérable qu'est le gaming, et non encore apprécié, je pense encore dans notre pays à sa juste valeur. Les défis à venir, évidemment, sont considérables, et nous pensons en tout cas pour notre part avoir accompli, modestement contribué à mettre en lumière quelques-uns de ces grands défis. En tout cas, ce sera grâce à nos invités que je tiens encore une fois à remercier vivement pour leur précieuse intervention. Fin de ce rendez-vous face à l'expert. Merci encore une fois de nous avoir été fidèles, à retrouver évidemment sur les réseaux sociaux et à très bientôt.